À la une de l'actualité, au Burundi, le président du groupe parlementaire d'opposition Amizero Ya Burundi est accusé d'avoir planifié l'élimination du président Pierre Nkurunziza. Au Cameroun, le Conseil constitutionnel a rejeté dans la nuit de jeudi à vendredi le dernier des 18 recours post-électoraux déposés après la présidentielle du 7 octobre dernier. Et puis en Guinée-Bissau, le gouvernement et la Fédération nationale des associations de transport ont finalement trouvé un accord mettant un terme à la grève qui paralyse le pays depuis mardi. Dans une allocution délivrée à la télévision publique burundaise, le ministère de la Sécurité publique accuse Pierre Célestin Ndikumana, président du groupe parlementaire d'opposition Amizero Ya Burundi, d'avoir planifié l'élimination du président Pierre Nkurunziza ainsi que celle d'autres hautes personnalités burundaises. Selon le porte-parole du dit ministère, il s'agit d'un complot visant à éliminer le président burundais, mais aussi son vice-président Gaston Sidemwo, le deuxième vice-président Joseph Boutoré et le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyamenda. La tâche aurait été confiée à un commando dont 3 membres présumés ont déjà été arrêtés. Parmi eux figure un homme qui a travaillé comme domestique pendant quelques mois en 2015 chez Pierre Célestin Ndikumana. Cet ancien domestique aurait avoué avoir été recruté par l'opposant dans le but de perpétrer les assassinats déjoués. L'homme aurait par ailleurs avoué avoir tenté d'assassiner début octobre un couple de députés du parti au pouvoir, toujours sur l'instigation de Pierre Célestin Ndikumana. Ce dernier évoque pour sa part un montage grossier qui vise à l'intimider et à le faire taire. C'est une insulte à mon intelligence que de dire que je voulais faire un coup d'État et décapiter les institutions avec 3 domestiques de maison, s'est-il offusqué. Du côté de l'Assemblée nationale, on assure qu'une procédure de levée d'immunité parlementaire va être lancée incessamment contre sa personne. Parallèlement, l'enquête va se poursuivre selon la police pour identifier toutes les personnes qui sont derrière le complot allégué. Dirigée par l'ex-rebelle Hutu Agathon Rwasa, la coalition des indépendants Amizero Ya Burundi est considérée comme le principal rival du CNDD-FDD du président Pierre Nkurunziza. Plusieurs ONG locales et internationales ainsi que les Nations Unies ont déjà dénoncé à maintes reprises la terrible répression qui frappe ses partisans depuis 2010. Au petit matin de ce vendredi, le Conseil constitutionnel a clôturé l'audience consacrée au contentieux post-électoral. C'était après avoir rejeté le dernier des 18 recours post-électoraux déposés après l'élection présidentielle. Ce dernier recours était celui de l'opposant Joshua Oshi, candidat du SDF, principal parti d'opposition, qui avait saisi cette institution pour demander l'annulation totale du scrutin, estimant notamment que l'élection n'a pu avoir lieu dans les régions anglophones en raison de la situation sécuritaire sur place. Mais selon le Conseil constitutionnel, l'élection a bel et bien eu lieu dans les 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest où il a été enregistré respectivement un taux de participation d'environ 5% et 15%. Depuis mardi matin, le Conseil constitutionnel étudie les 18 recours déposés. Jeudi soir, il a rejeté celui de Maurice Kamto qui avait revendiqué le 8 octobre la victoire à la présidentielle. Une autre requête du candidat Kamto dans laquelle il demandait la récusation des 6 membres du Conseil constitutionnel les accusant d'être membres ou proches du RDPC, le parti au pouvoir, avait déjà été débouté mardi. Le projet a pris du retard et les travaux n'ont pas débuté, mais le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ainsi que le ministre ivoirien de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui s'était rendu jeudi sur le futur site de l'Académie internationale contre le terrorisme, ont tenu à réaffirmer leur engagement en faveur de cette école. C'est justement contre le terrorisme que nous avons décidé de lutter ensemble. Et c'est pour affirmer notre détermination à mener ce combat côte à côte que nous sommes réunis ici pour le lancement du projet d'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Et demain, nos unités d'élite, que ce soit le GIGN, le RAID ou les forces spéciales, épaulées par des magistrats spécialisés,
seront à vos côtés pour la formation des stagiaires. Cette vision de mettre en place cette académie pour former nos magistrats spécialisés dans le terrorisme, nos policiers spécialisés, nos militaires spécialisés, va permettre d'anticiper. Parce qu'il nous appartient aujourd'hui de dévancer ces actes-là par la connaissance par nos experts de leur mode opératoire, la connaissance par nos experts de leurs moyens de financement pour prévenir justement l'acte. Ne pas avoir à intervenir après l'acte. L'académie comprendra une école à vocation régionale, un centre d'entraînement pour les unités d'intervention, avec notamment un champ de tir ainsi qu'un centre de prospective et d'analyse de la menace terroriste. D'un coût d'environ 20 millions d'euros, il sera adossé à un centre des forces spéciales ivoiriennes. L'ambition à terme est de favoriser la prise en compte globale du terrorisme depuis le renseignement jusqu'au traitement judiciaire en passant par l'action des forces spécialisées. L'Académie internationale contre le terrorisme, qui doit voir le jour en 2019, est située non loin du lieu où une attaque djihadiste avait fait 15 morts dans la station balnéaire de Grand Bassam en mars 2016. La décision en question ne nous étonne pas. Et nous avons à la tête de notre État des gens qui ont embastillé le Conseil supérieur de la magistrature afin de peser, d'orienter les décisions de justice, empêcher les hommes et les femmes de droit de dire réellement le droit. Voilà ce qui s'est passé hier. Ce fut une manifestation honteuse et qui traduit l'intrusion du pouvoir exécutif dans le judiciaire. Notre démocratie est en deuil. Ils ont obtenu une décision, mais la bataille judiciaire ne fait que commencer. Ce qui est fait aussi pour nous distraire, mais nous tenons encore. Nous demandons par la même occasion à tous les Béninois, épris de paix et de justice, de rester sereins. Je demande à nos militants et à nos sympathisants d'être sereins. Sébastien Adjavon est certes hors du territoire national, mais nous gardons contact, nous gardons espoir que cette décision n'est pas une décision finale et seuls par nos luttes, par le travail sur le terrain, nous allons pouvoir gagner la bataille. Le gouvernement de Guinée-Bissau et la Fédération nationale des associations de transport ont signé ce jeudi un protocole d'accord mettant un terme à la grève qui paralyse le pays depuis mardi dernier. Un accord a été trouvé en Guinée-Bissau entre la Direction générale des transports, côté gouvernemental, et le groupe national de la police de transit, la Garde nationale et la Fédération nationale des associations de transport. Quelques heures après la signature de ce texte, les transports en commun ont recommencé à circuler sur les principales avenues de Bissau et vers les pays voisins. Au terme du protocole, le gouvernement s'est engagé à réduire le nombre de points de contrôle sur les routes dans les 2 mois. Les grévistes dénonçaient les nombreux rackets policiers qu'ils subissent et réclamaient une définition claire des rôles entre les différents fonctionnaires chargés de la circulation routière, notamment la police, la Garde nationale et les agents de la Direction des transports terrestres. Ils protestaient également contre l'augmentation des taxes et le mauvais état des routes. Sur les 4400 km de routes du pays, seuls 453 km sont goudronnés, soit un taux de 10%. Ils affrontent les eaux glacées et infestées de requins de la région du Cap en Afrique du Sud. Leur butin, des ormeaux, un crustacé menacé et très prisé en Asie. Ce fruit de mer est au cœur d'une contrebande qui pèse des millions d'euros entre les 2 continents. Et la bataille que se livrent forces de l'ordre et braconniers a pris une ampleur nouvelle. C'est une menace pour moi. Ils nous tirent dessus maintenant. Mais je n'ai pas le choix, c'est ma vie. J'ai perdu un cousin malheureusement, mais je ne peux pas m'arrêter. J'ai des enfants à nourrir.
Le cousin de Bruce a disparu en mer. Seul son bateau a été retrouvé, marqué d'impacts de balles. La communauté des pêcheurs de Hangberg est en colère et accuse les gardes-côtes. Une enquête a été ouverte, mais les autorités soutiennent l'usage de la force dans certaines conditions. Si je peux justifier le niveau de force auquel j'ai recours, alors ça devient légal. Si ma vie est menacée, s'ils essaient par exemple d'éperonner mon bateau, alors je suis autorisé à recourir à la force létale. Fort taux de chômage, manque de perspective, le braconnage apparaît à certains pêcheurs comme la seule option lucrative. Ils vendent leur prise moins de 20 € le kilo à des gangs locaux qui traitent à leur tour et souvent illégalement avec des acheteurs asiatiques. En route, les prix s'envolent. À Hong Kong, plaque tournante de la consommation du crustacé, les ormeaux sont vendus au moins 350 € le kilo, mais les prix peuvent être multipliés par 10 ou plus. Une véritable fièvre de l'ormeau qui pourrait coûter cher. Si nous n'arrivons pas à empêcher le braconnage, alors, à terme, on en sera à un point où les ormeaux et les langoustes seront tellement touchés que ces gens n'auront plus de travail. Un risque bien réel pour les braconniers autant que pour leur butin. Selon l'ONG Trafic, plus de 9 millions d'ormeaux ont été braconnés en 2016, le chiffre le plus haut des 20 dernières années. Chaque semaine, des dizaines de Syriens se massent dans ce stade près de Beyrouth, comme Naam et ses enfants. Après plusieurs années réfugiés au Liban à cause de la guerre qui ravage la Syrie voisine, ils ont décidé de rentrer chez eux. On est content et hésitant à la fois. Là-bas, les prix sont élevés, il n'y a pas de travail, la vie est difficile aussi. Mais Dieu merci, dans notre région, c'est calme. Notre maison tient encore debout, nos proches vivent là-bas, sur notre terre, avec nos bêtes. Ça ira bien, Dieu merci. Comment tu t'appelles? Naamé? C'est bon, tu peux monter, doucement, un par un. Naamé rentre seul vers la province de Hama. Son mari restera au Liban encore quelques mois. Un au revoir difficile vers un pays qu'ils ont quitté il y a presque 6 ans. Depuis plusieurs mois, les autorités libanaises et syriennes se coordonnent pour organiser des retours volontaires et gratuits vers la Syrie. Près de 6000 personnes sont ainsi rentrées en 2018. Rawad et sa famille repartent vers la Routa orientale près de Damas, reprise au début de l'année par l'armée syrienne. Qu'est-ce que je peux dire? Que de sentiments. Je vais revoir ma maison, je vais revoir mes champs. Honnêtement, ce sont des sentiments indescriptibles. Dans ses sacs, Rawad a mis tout ce qu'il possède. Et il faut se battre un peu pour être certain de tout emporter. Ce jour-là, près de 150 réfugiés monteront dans ses bus, mais Rawad laisse derrière lui ses 3 frères. On le retrouve quelques semaines plus tard, dans la maison familiale auprès de son père, qui attend impatiemment le retour de tous ses enfants. J'étais déprimé que mes enfants aient quitté le pays. Je pleurais quand on parlait au téléphone. Dieu merci, 2 sont déjà rentrés. J'espère que les autres vont suivre. Quand mes enfants seront près de moi, je serai le plus heureux du monde. Je n'ai besoin de rien d'autre. Ce couturier de profession cherche maintenant un travail. Son ancien atelier a été pillé. La cherté de la vie libanaise et les victoires du régime syrien l'ont poussé à rentrer chez lui. Mais ses retours restent encore très limités comparés aux 5 millions de Syriens qui ont quitté leur pays à cause de la guerre, dont plus d'1 million vers le Liban. Beaucoup ont fui la destruction et rien ne les attend en Syrie.